Bonjour, je suis Sylvain Gillier et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour cette édition 2023 du sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Plus de 1 millier d'inscriptions pour notre édition 2023 du sommet en ligne, une vingtaine d'intervenantes et d'intervenants pour témoigner de la diversité du panorama de la médiation avec les chevaux et donc 3 journées d'interview les 12, 13, 14 décembre en soirée, mardi, mercredi, jeudi. Vous avez la possibilité d'échanger en direct avec les intervenantes et les intervenants. Ce sommet, il a été réalisé entièrement par une équipe de bénévoles. Il est diffusé entièrement gratuitement. Ça fait plusieurs centaines d'heures de travail. Alors, si vous souhaitiez soutenir notre travail, les projets de Cheval en Conscience, les chevaux médiateurs, les chevaux guérisseurs, eh bien, il y a une possibilité de donner à l'association Cheval Communication sur le lien Hello Asso qui se trouve en dessous de cette vidéo. Bienvenue pour cette troisième journée du sommet en ligne Chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs, donc le jeudi 14 décembre. Et donc aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette phrase, quels sont ces chevaux qui nous élèvent, donc le cheval comme enseignant, le cheval comme médiateur, le cheval peut-être comme guérisseur, plusieurs invités qui vont nous aider à aborder différents aspects de la relation avec le cheval. Florentine Ventil qui est coach avec les chevaux, qui nous parlera depuis la Belgique de son travail et de cette relation tellement particulière avec les équidés. Elodie Amige qui est instructrice avancée, et PonaQuest, comme moi on est collègues. Et donc il nous parlera du cheval enseignant, sa structure s'appelle le cheval enseignant. Hervé Duxin viendra témoigner de sa relation quotidienne avec les chevaux dans un environnement de travail, dans un ranch de travail au Wyoming où il a passé plusieurs années. Plein d'intervenants, plein de points de vue divers. On essaie vraiment d'ouvrir à 360 degrés les différents points de vue autour de la médiation, de la guérison. Avec le cheval, je vous souhaite une excellente troisième journée de ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Voilà, alors bonjour Claire, avec grand plaisir de t'accueillir donc sur ce sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs pour cette journée du jeudi 14 décembre. Donc Claire, on se connaît bien, on est collègues dans l'approche EponaQuest, on a été formés ensemble. Et puis voilà, ça fait quand même quelques années maintenant que nos chemins se croisent et se recroisent. Et donc c'est un honneur, un plaisir pour moi de t'accueillir pour ce sommet en ligne édition 2023. Et, et donc ma première question, c'est est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi, ton chemin de vie, et comment est-ce que ton chemin de vie t'a conduit à rencontrer les chevaux? Oui, merci beaucoup Sylvain pour ton invitation. Et à chaque fois que je pense à toi et à cet apprentissage qu'on a fait ensemble, je me rappelle, c'est complètement anodin, mais je me rappelle que je mange des baies et des mûres et des choses comme ça très souvent le matin depuis 10 ans, depuis qu'on a fait ce chemin ensemble. C'est toi qui m'as fait découvrir de grignoter des petites baies comme ça le matin. Et ça me fait penser aux chevaux aussi, tu sais, qui vont grignoter des petits trucs comme ça. Un petit peu. Donc voilà. Oui, c'est les cueilleurs du passé du néolithique qui continuent à vivre à travers de nous probablement. Peut-être. 10 ans, du coup, ça fait 10 ans. Exactement. Et je suis très honorée aussi de passer C'est symbolique le 14 décembre, non seulement parce qu'on est dans la période et tu avais voulu créer ce sommet parce que on célèbre la déesse Epona. Euh, Le 15 décembre, absolument, oui, on le sait par les Romains et les druides, c'est les journées d'Épona, où on a le droit de faire ce que l'on veut et où toutes les valeurs sont inversées. et le 14 décembre spécifiquement, c'est la date où devait naître mon fils, qui Ok. finalement est arrivé 3 jours plus tard. Mais du coup, il y a toujours une petite pensée spéciale en ce 14 décembre. Bref.
Les chevaux, la rencontre avec les chevaux, c'est une histoire d'amitié humaine au départ. Mhm. Pour moi, j'avais 6 ans quand mes parents ont déménagé de ville. Donc on habitait, tu sais, en plein centre-ville de Lille et j'allais à l'école en plein centre-ville de Lille. Mhm. Et mes parents ont déménagé dans les suburbs, comme on dit en français, Dans les banlieues, dans les banlieues. la Merci. banlieue lilloise. Du coup, je n'étais plus à l'école avec celle qui était ma meilleure amie, Anne, que j'ai rencontrée le premier jour de maternelle. Ils m'ont assis à table à côté d'une petite fille dans la classe qui s'appelait Anne et on est devenus hyper, hyper proches. Mhm. Et mon père trouvait que c'était vraiment dommage qu'on ne soit plus à l'école ensemble et il voulait pas que cette amitié soit gâchée juste par la distance. Et donc il s'est dit le meilleur moyen pour que cette amitié puisse perdurer, c'est d'inscrire Claire dans une activité extrascolaire, donc sportive ou culturelle, tu vois, là où est son amie Anne. Et mon amie Anne faisait du poney dans C'est un ça. On, poney club de la banlieue. on peut faire du cheval ou faire du poney. On Voilà, se demande parfois quels sont ces poneys qu'on fait comme ça, mais exactement, c'est ça. Et donc j'ai fait du poney à l'âge de 6 ans, au départ, dans l'unique but de pouvoir faire perdurer, en tout cas la volonté de mon père, c'était de faire perdurer cette amitié. Voilà. Le pari a été réussi parce que bah, plus de 30 ans plus tard, on est toujours amis. Bon, on se voit toujours pas beaucoup parce que maintenant elle habite en Corée, elle s'est mariée avec un Coréen et tout ça. ah oui. Donc je la vois pas beaucoup, mais l'amitié est toujours bien présente. Donc voilà qu'est-ce qui a été le départ de cette rencontre avec les chevaux. Et puis c'est devenu quelque chose de vital d'être en présence des chevaux. J'ai jamais été une bonne cavalière. J'ai toujours été une simple petite, tu vois, cavalière de poney club. On n'avait pas beaucoup d'argent non plus quand j'étais petite et l'équitation coûtait, au regard du niveau de vie, beaucoup plus cher à l'époque Mhm. euh, que ça ne l'est aujourd'hui. C'était un sport de riche, un sport de bourge, comme on dit. Et donc, je me souviens que quand j'étais gamine, j'avais très, très, très peu de cadeaux à Noël, à mes anniversaires, parce que je demandais à mes grands-parents, à mes parents marraines, à mes parents de se cotiser pour me payer un an d'équitation. Donc, tous les cadeaux de Noël, de tout ça, c'était pour pouvoir aller au poney une fois par semaine. Et en fait, ce qui m'intéressait le plus, c'était pas de monter sur leur dos, c'était vraiment d'être à côté d'eux, parce que je pense que maintenant, on arrive à poser des mots scientifiques dessus. Mais à l'époque, en fait, je me sentais juste euh, tellement bien, tellement moi quand j'étais avec eux, et cette sensation perdurait encore dans le temps. Et donc, dès que j'avais l'occasion, je prenais mon vélo, j'allais voir les chevaux, euh, je crottais les box, j'allais juste passer du temps à côté des chevaux et c'est tout ce qui m'importait. C'était d'être en leur présence. Et puis après, bah, monter sur le dos, comme c'était ce qu'on faisait à l'époque, bah, je le faisais mais c'était plus la présence des chevaux qui m'importait. Et quand j'étais après, tu vois, genre pré-ado, 12, 13, 14 ans, je jouais avec ma cousine à l'étudiante qui apprenait plein de choses. Et puis après, la fille qui avait une petite entreprise et puis qui était dans ses papiers et tout ça, tout ça. Et donc on faisait semblant, tu sais, on avait des bureaux avec des livres et des cahiers et des classeurs qui nous C'est arrivaient vrai. que là, on faisait semblant de travailler et tout ça. Déjà l'entrepreneuriat, alors, Bah, faut croire. faut Et croire. puis, Hein. et donc, on s'amusait à jouer on était des femmes qui adoraient les chevaux dans notre délire et Mhm. qui étaient étudiantes ou qui avaient des petites entreprises. Et donc, on faisait semblant de travailler, puis après, on faisait semblant d'aller voir nos chevaux. Mais comme on n'avait pas de chevaux, et ben, on prenait des balais. Et les chevaux, c'était des balais. Et puis, on allait faire des balades avec nos chevaux. Puis après, on prenait des morceaux de bois qu'on mettait sur des chaises. On se faisait des parcours d'obstacles et on s'inventait des mondes comme ça. Donc, les chevaux ont été quand même un pilier important dans ma vie, Mhm. juste par leur simple présence et pas forcément dans une activité ultra
ultra sportive, même si j'en faisais un peu, tu vois, d'équitation et principalement du dressage. J'aimais beaucoup le dressage, mais j'ai jamais été une grande cavalière. Mais maintenant, tu approches les chevaux toujours en étant à côté d'eux, mais avec, comment dire, avec la connaissance, ou en tout cas une approche plus structurée, hein, puisque tu as été formé à l'approche EponaQuest hein, de Linda Kohanov. Et comment c'est arrivé pour toi? Et je pose la question aussi parce que tu représentes un peu en tant que formatrice, membre du corps enseignant de EponaQuest en France. Et c'est assez différent quand même de la pratique de l'équitation en club équestre. Comment ça a été pour toi? Comment ça s'est transformé, cette relation avec le cheval, de passer Ouais, à des reprises de dressage à cette orientation EponaQuest de Linda Kohanov? ouais. Alors, ce qui s'est passé après, tu vois, sur la fin de l'adolescence, déjà, c'est que j'ai arrêté complètement de voir les chevaux pendant 10 ans parce que je me suis laissée influencer par ce que mes parents voulaient. C'est-à-dire que j'ai des bonnes notes à l'école, que je fasse des bonnes études, etc., etc. Et donc, ils avaient tellement peur que les chevaux me prennent toute mon énergie et toute mon attention qu'au final, il s'est passé qu'on a évincé les chevaux de ma vie et que pendant 10 ans, je ne les ai pas retrouvés. Et quand j'avais 23 ans, mon père s'est suicidé, ce qui m'a foutu une grosse claque dans la figure. Et le premier truc que je me suis posé comme question, c'est qu'est-ce qui me donne de la joie, qu'est-ce qui me donne de l'énergie et que j'ai envie de retrouver. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais sacrément bien éloignée de ce qui m'animait. Et le premier truc qui m'est venu, c'est les chevaux. Et donc, j'ai symboliquement pris l'argent, tu vois, il y avait genre 4 000 € sur un vieux compte, Mm. 16 000 € qui a été divisé en quatre avec mes sœurs. J'ai eu 4 000 €. Et donc, ce que j'ai fait avec cet argent-là, c'était symbolique, c'était de dire, OK, je vais prendre ce qui faisait le plus peur à mon père et ce qui me faisait à moi le plus de bien, et je vais acheter un cheval. Et donc, j'ai acheté ma jument qui s'appelle Esperanza, qui est une sage jument noire, C'est vrai. espagnole, que tu connais bien, et qui était complètement traumatisée des humains, qui a une histoire un peu dure. Et on a beaucoup travaillé sur la relation pour que elle puisse reprendre confiance en moi. Ce qui a commencé à s'opérer, jusqu'au jour où, par tu vois, un concours de circonstances bêtes, je suis tombée de son dos. Et en fait, la chute a été beaucoup plus terrible émotionnellement que physiquement. Physiquement, j'avais le poignet fêlé et puis tu vois, un petit accroc au coccyx. Du coup, maintenant, je sais prédire la météo grâce à ça. Ok. Mais émotionnellement, je me suis retrouvée à trembler comme une feuille juste à regarder ma jument de loin. Donc, retourner, à l'époque, elle était en club dans un box, retourner à l'intérieur du box, lui mettre un licol, c'était devenu un truc, je sais pas où ça a appuyé, mais ça a appuyé sur un. Ça a créé vraiment un trauma profond. Mm. Et en fait, mes moniteurs d'équitation de l'époque n'arrivaient pas à m'aider. Et non. Euh, Première cause d'arrêt de l'équitation, les chutes de cheval. Ou dans le milieu de l'équitation, bah, les enseignants d'équitation ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, ne le prennent pas en compte, et la seule chose qu'ils disent généralement, c'est bah, remonte tout de suite sur le cheval, ouais, ou ouais, alors ne lui montre pas que tu as peur. ouais, voilà, ouais, ouais. Et là, j'avais la chance d'être dans un centre équestre avec quelqu'un qui était très ouvert. Le Mhm. propriétaire était vraiment très, très ouvert, mais en fait, il était démuni, je pense, par rapport à ce qui se passait là. J'ai essayé plein d'autres choses. J'ai commencé à rencontrer les chuchoteurs, les pignons, tu vois, enfin, je fais Mhm. plein de stages dans ce domaine-là, mais il y avait toujours quelque chose qui ne collait pas. À cette époque-là, tu vois, comme en plus mon père venait de décéder, je voyais quand même des coachs, des psys, des trucs comme ça pour essayer de m'aider, mais bon, j'arrivais toujours pas à avancer vraiment sur ce sujet-là. Et donc, Mhm. j'ai commencé à chercher ailleurs. Et dans mes recherches, je suis tombée sur le livre Le Tao du cheval Donc de Linda Kohanov, de Linda, comme plein de gens. comme plein Euh, de gens qui ont comme... entendu cet appel des chevaux, probablement par ce livre, souvent. Ouais, ouais, exactement.
Et j'ai lu les 50 premières pages de ce livre qui raconte sa rencontre, la rencontre de Linda avec sa jument Raza, qui est aussi une jument noire très sage, qui l'a amenée sur ce chemin-là, comme Esperanza, moi, m'a amenée sur ce chemin-là aussi de retour à me regarder, à regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et j'ai pleuré pendant 3 semaines. Je me suis dit, ok, c'est ça. Depuis toute petite, j'ai la sensation d'avoir une pierre à apporter tu sais, à la construction d'un monde meilleur. Ouais. Euh, et j'ai eu la sensation jusqu'à mes 23 ans de chercher quelle était cette pierre. Comme une pierre précieuse, tu sais, à déposer sur le... Et en fait, le livre m'a amené cette pierre. Et là, je me suis dit, ok, je sais, c'est ça. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas dans quelle orientation ça va prendre, mais c'est ça. Cette espèce de conviction à l'intérieur. Et toutes ces larmes qu'il y avait, c'était des larmes d'authenticité. C'était, tu sais, c'est quand tu as cette révélation et que tout à coup, tu es pris par un message qui résonne tellement fort chez toi. Et donc, j'ai pleuré comme ça pendant 3 semaines. J'ai appelé à l'époque une des seules instructrices EponaQuest qui exerçait en France, qui était Eva Riffler. Donc, j'ai appelé Eva, je suis allée chez elle, on a discuté. J'ai contacté Linda pour m'inscrire à l'apprentissage EponaQuest. Et en moins de 6 mois, j'avais fait tous mes stages de préparation. Et je me retrouve à l'aéroport avec toi pour m'envoler Absolument. pour cet apprentissage où on a été coloc à chaque Voilà. fois qu'on allait En, aux a- États-Unis. en Arizona, absolument. Linda habite à Tucson, pas très loin de la frontière avec le Mexique, tout en bas de l'Arizona. Ouais. Un endroit magnifique, d'où je reviens d'ailleurs. Ouais, Le ouais. choc thermique étant un peu compliqué depuis avec Du le soleil aux climat yeux. désertique de l'Arizona et puis le temps froid et humide ici. Mais Ouais, c'est sûr, effectivement, cette découverte, beaucoup de personnes ont découvert ou entendu cet appel, je ne sais pas, par le biais de ce livre, hein. ouais. Parfois c'est un appel qui est parvenu directement et moi je me dis à entendre tous ces témoignages que cet appel vient des chevaux eux-mêmes. C'est un peu ce que Linda dit aussi dans son livre d'ailleurs, hein, ça, les chevaux. Il y a une personne que j'ai interviewée, Arlette Agassi, qui a créé une école de Oui, pédagogie, et, voilà, qui pense que les chevaux ont une tâche, une mission, enfin en tout cas quelque chose à dire aux humains, et c'est un peu ce dont tu témoignes alors finalement dans exactement. cette phase de ta vie, hein. Et Exactement. comment ça s'est passé après, alors quand tu as découvert cette approche, quand tu as donc été formé pour EponaQuest? Eh ben, alors pas du tout comme les contes de fées où quand on dit, tu sais, ils se sont mariés et ils vécurent heureux, ou alors elle a trouvé sa mission de vie et puis tout s'est passé comme sur des roulettes. Que dalle, pas du tout. Ah bon? La vie continue de nous challenger, bien évidemment. Mais pour en revenir à cette notion d'appel avant, je suis fondamentalement, je ressens, c'est bizarre et c'est complètement barré aussi, mais je ressens aussi cet appel très fort. Je pense sincèrement que c'est ma vision un peu spirituelle des choses et je ne sais pas si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie, mais en vrai, je m'en fous parce qu'elle me nourrit. Donc peut-être quand on sera mort, on saura la vérité, je ne sais pas. Mais moi, je suis vraiment convaincue, j'ai cette croyance que les chevaux ont vraiment quelque chose à nous apporter aujourd'hui, un message beaucoup plus profond qui peut nous aider à transformer le monde. Et Dieu sait qu'on a foutu notre planète dans une merde profonde et je pense vraiment que leur message peut nous aider à recréer de l'équilibre, à réincarner notre pouvoir non prédateur et à rééquilibrer notre prédateur et notre non prédateur à l'intérieur Mhm. pour rééquilibrer complètement nous-mêmes et du coup permettre au reste de se rééquilibrer aussi, parce qu'on a bien détruit. Et tu sais, j'ai ce truc qu'on a dû se taper dans les mains à un moment donné, en se disant, OK, on est un petit groupe de personnes qui allons passer et transmettre ce message. On a besoin de créer un égrégore. Et donc, on se tape dans la main, on se retrouve. Un égrégore, c'est une pensée collective, quelque Ouais, chose comme ça. ouais, ouais. Ouais. Et on se tape dans la main, on se retrouve en bas. Et les chevaux aussi se sont tapés dans la main en se disant, OK, Ouais. toi, tu vas aller chercher lui, toi, tu vas aller chercher lui. Peut-être, peut-être. C'est vrai que c'est une vision un peu spiritualiste, mais
Moi, j'essaye avec ce sommet en ligne, j'essaie vraiment d'ouvrir l'éventail des possibilités, l'horizon des possibilités, hein, le cercle des possibilités. Et en France, il n'y a peut-être pas vraiment une approche spiritualiste du cheval, mais j'aime quand même à dire que dans les traditions, chez les peuples indigènes, par exemple en Amérique du Nord, hein, j'ai interviewé euh, Kelsey Dale John, qui est une professeure d'université à l'Arizona et qui est membre enregistré de la nation Navajo. Il y avait cette relation tout à fait spirituelle avec les chevaux. Donc si nous ne l'avons pas, en tout cas, il y a d'autres peuples qui l'ont et qui en témoignent et dont ça fait partie de l'histoire et de la Ouais. culture. Ouais, ouais. Bah, ce mot est important. Moi, ça me permet de pas être dogmatique à ce sujet-là aussi et Mm. de rester ouverte. Et je pars du principe qu'en fait, ce sont des histoires que je me raconte. Et je suis tout à fait OK avec le fait de me raconter ces histoires parce elles m'ouvrent le cœur, elles m'ouvrent les perspectives, elles me rendent curieuse et elles m'aident à avancer. Donc, le jour où ça m'aide plus, bah, peut-être je me raconterai une autre histoire. Quelle histoire tu te racontes maintenant? Cette histoire des chevaux qui se sont tapés dans la main et nous qui nous sommes... Ah, Tu vois, d'accord. je pars du principe que ce sont des histoires que je me raconte et c'est OK. Tu vois, Ok. les croyances sont des histoires aussi. Oui. Donc, peut-être je les changerai plus tard. Mais pour Peut-être. l'instant, ça fait 10 ans que ça me porte et que ça me soutient et que ça me rend le cœur joyeux. Mm. Et donc, tu as rencontré Esperanza, qui avait dû donc se taper les sabots avec d'autres chevaux en se disant, ah bah il y a la petite Claire Labé qui a besoin qui a besoin de nous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y a eu un processus? Est-ce qu'il y a eu une transformation? Est-ce que ça a été une révélation? Enfin, comment ça s'est passé en Avec elle, vrai, dans en la, vrai. dans la, dans la réalité? Alors, concrètement, du coup, quand j'ai rencontré Esperanza, j'habitais dans une petite maison 1930 traditionnelle du nord de la France, les petites maisons en briques là, dans la banlieue lilloise. Esperanza était dans un centre équestre, un peu spécial, parce que c'était un centre équestre qui faisait du spectacle, qui commençait à travailler sur du dressage Ah oui. de chevaux en liberté, de choses comme ça, donc qui était assez ouvert sur plein de nouvelles choses, mais quand même un centre équestre, tu vois, j'avais ma jument en pension dans un box, tu vois, voilà quoi. C'est ça. Et j'étais cadre, j'avais quitté les bureaux de la Défense à Paris pour revenir vivre à Lille. J'avais Parce que emmené tu travaillais à la Défense à Paris. parce que je travaillais à la Défense à Paris. Bah oui, moi j'avais suivi, tu sais, les grands principes. Il faut que tu aies un job de cadre. En plus, tu vas pour vraiment plaire aux besoins de mon papa, notamment. J'étais cadre à haut potentiel dans une entreprise, dans un contexte multiculturel. C'était très important, le multiculturel, pour mes parents. Donc, tu vois, c'était parfait. Je gagnais bien ma vie. Intellectuellement, on voyait que ça tournait pas trop mal dans la tête. Il y avait cette ouverture parce que je travaillais avec plusieurs trentaines de pays différents. Enfin, voilà. Mais bon, j'étais malheureuse dans ma tour de la Défense la moitié du temps et l'autre moitié du temps dans les avions. Et donc, quand mon père est décédé, je me suis dit, OK, je vais revenir vivre près de ma famille. Je vais continuer à faire ce que je sais faire parce que pour l'instant, ben, en fait, je sais toujours pas ce que je veux faire d'autre. Et c'est là que Esperanza est arrivée. C'est là qu'Eponaquest est arrivé dans ma vie. Et donc, j'ai pas tout flanqué en l'air en disant, bah, je vais flanquer ma vie actuelle en l'air et aller, je sais pas moi, élever des chèvres dans le Larzac. Je me suis dit, je vais opérer une transition quand même plus en douceur et je vais prendre le temps de m'écouter. Donc, j'ai choisi un job qui était un petit peu moins prenant et qui me permettait de rester plus sur place. Donc, j'étais consultante c'est rigolo, j'étais consultante en conduite du changement, alors que j'étais en train d'opérer tout doucement un changement Oui. pour des grosses boîtes. Et puis, bah, tous les soirs, après le travail, 19-20 heures, j'allais voir mon cheval. Et puis, je prenais le temps de sentir ce qui me faisait du bien, où étaient mes résistances et tout ça. Et Esperanza, qui est une jument, on va dire quand même à majorité très dominante, Oui, elle bah, m'a elle est assez dominante, c'est vrai. elle m'a énormément challengée de par ses insécurités, de par son besoin de cadre, mais en même temps qu'on l'enferme pas non plus.
Elle m'a obligée à. Bah, alors moi, le côté dominant, par contre, il était très bas, hein, très très complètement, complètement atrophié. C'était vraiment une incarnation de mon leadership que je n'avais pas développé. Et le fait de vivre avec elle et d'avoir choisi un homme aussi qui a très fort cette même personnalité que Esperanza, je me suis retrouvée entourée de personnes qui, si je voulais pas me faire écraser, euh, de quelque manière que ce soit, me demandaient d'aller puiser cette énergie chez moi et d'aller retrouver une forme d'équilibre pour ne pas, tu vois, c'est un exemple que j'utilise souvent. Par exemple, quand on n'ose pas dire à quelqu'un stop, tu es en train de dépasser une limite, ce qui va se retrouver fréquemment dans les familles, les organisations, tout ça, c'est que comme on n'ose pas le dire à cette personne, mais qu'il faut que cette énergie de la colère, elle sorte quand même pour dire stop à un moment donné, et ben on va la dévier, et on va la dévier en racontant des cancans, en disant ah t'as vu il est méchant, et t'as vu il fait ça, et t'as vu nanana nanana. En fait, je me suis vue faire ça. Je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible, mais c'est pire. Tu vois, je suis en train de raconter des cancans sur les gens, c'est horrible. Juste parce que quoi, j'ose pas assumer en face de quelqu'un d'avoir une conversation un petit peu plus challengeante et de la mettre dans l'inconfort pour respecter ce dont j'ai besoin. Et donc, c'est vraiment l'approche Eponaquest et notamment Linda qui commençait à travailler quand on a fait notre apprentissage sur les 5 rôles du maître berger et qu'on a vu évoluer, on a continué d'apprendre avec elle. Et je pense que c'est vraiment ce travail sur le leadership prédateur, le leadership non prédateur et toutes les différentes variétés qu'il y a dans les rôles partagés qui m'ont permis de comprendre où c'était atrophié, où c'était surinvesti en termes de leadership chez moi et qui m'a permis d'aller réclamer ma propre puissance personnelle. Et petit à petit, de retrouver une forme de justesse dans ma relation à moi, dans ma relation avec les autres. Et très clairement, sans Esperanza et sans Luc, j'aurais pas su le faire. Et c'est ça qui, petit à petit, m'a permis de savoir prendre des décisions qui étaient difficiles et que je n'osais pas prendre. Tu vois, quand j'ai été formée avec toi, je suis restée 5 ans à savoir exactement quelle était ma mission, que je voulais vraiment travailler avec les chevaux et à ne pas oser poser ma démission parce que j'étais terrifiée. Et il a fallu vraiment que je Ça muscle peut, mon leadership, tu c'est vois, sûr. grâce aux chevaux pour y arriver. Ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Et on a parlé de cette émotion qui permet de poser des limites ou de rétablir des limites saines qu'on appelle la colère. Et dans Epona Quest, il y a donc cette charte hein, des messages des émotions, mais, euh, mais avec ce courage donc d'avancer dans l'inconnu, de poser ta démission. On est dans cette même émotion de la colère. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu différent. C'est un peu une émotion où Mais on tu plonge dans sais, l'inconnu. On est plus dans sa zone de confort ouais, et ouais. c'est une émotion qu'on, sans doute, on connaît bien tous et surtout en ce moment où on est un peu collectivement challengé, on avance dans des zones où finalement on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Ouais, ouais. Et bah, du coup, on va aller sur ce chemin-là. Mm. Euh, pour moi, il y a un joyeux, savoureux mélange de deux émotions à cet endroit-là qu'on confond très souvent dans nos sociétés, qui sont la peur et la vulnérabilité. Le fait de claquer sa démission et de risquer de manquer d'argent, là, on est vraiment dans l'émotion de la peur qui sous-tend que potentiellement il peut y avoir un danger hein, pour notre intégrité physique, Oui, parce que ne plus savoir manger, ne plus avoir un toit sur la tête, etc., ce sont des risques qu'on prend vraiment à cet endroit-là. c'est sûr. Et puis pour ce côté de on est au bord de l'inconnu et on ne sait pas ce qui va se passer. Mm. Là, on arrive dans une émotion qui m'a profondément troublée quand je l'ai découverte, qui est l'émotion de la vulnérabilité, que tu connais bien aussi et dans laquelle les chevaux nous ramènent énormément, dans laquelle le voyage entrepreneurial que du coup j'ai entrepris nous amène énormément. C'est ce truc de, en fait, il y a pas, a priori, il n'y a pas de danger Mm. de mort, de blessure, de pas savoir manger, tout ça. Ouais, Du coup, c'est c'est quoi? sûr. C'est une émotion que je connais aussi.
Et qu'on vit tous, hein, qu'on vit tous, et l'environnement même aussi nous pousse, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Ça fait peur, c'est sûr, parce qu'il y a des endroits où il y a la guerre, où il y a des missiles qui tombent. Là, il y a un risque réel, un danger réel. Bon, mais a priori, ici en France, il n'y a pas encore ce risque, ce danger. Mais il y a par contre une part d'inconnu, ça c'est sûr, ouais, hein. Surtout quand il y a un appel, puisque il exact. y avait cet appel des chevaux qui, si je comprends bien, te poussait à poser des actes. Et, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette vulnérabilité finalement? Qu'est-ce qu'on en Eh fait de ben, cette ouais. émotion-là? On se disait quand on préparait cette interview ensemble, je me suis rendu compte à quel point l'émotion de la vulnérabilité, elle peut être une véritable prison, comme elle peut être un énorme levier de liberté, de libération. Mm. Euh, et là, on va revenir notamment, tu vois, par exemple, sur la charte des messages émotionnels et les 4 étapes de comment on accompagne une émotion à nous traverser, inspirée des chevaux. Donc, c'est notamment Linda qui a travaillé là-dessus. Mm. Et la première étape, c'est d'accepter que cette émotion nous traverse le corps. Et on est tellement nombreux, et alors moi la première, hein, j'y retourne plein de fois, à avoir cette émotion qui nous traverse, et on la sent. Emotion, ça veut dire juste une énergie en mouvement dans le corps. On est tellement nombreux à sentir une émotion nous traverser le corps et à résister, à avoir envie de fuir cette émotion à tout prix. Et Ah le oui. fait de fuir et de résister, ça n'enlève pas l'émotion. L'émotion, elle est toujours là. Mais ça nous met dans un état de... quand on fait ça, c'est qu'on est dans un état de survie. Et donc, on est en train de réagir de manière automatique à une émotion. Donc, si on prend l'émotion de la vulnérabilité, ça va être, oh mon Dieu, je suis au bord de l'inconnu. Je vais rentrer dans une zone qui me sort complètement de mes repères, qui me sort complètement de mes croyances, qui risque tu vois, je risque de pas faire très bien les choses. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Mm. Qu'est-ce que je vais penser de moi? Est-ce que j'ai pas une croyance que j'ai sur le monde où je pense que j'ai raison et qui va être ébranlée et qui va m'obliger à regarder le monde différemment ou à me regarder moi à un endroit où j'ai pas envie de regarder? C'est ça qui se passe quand on est en train d'opérer un changement, quand on est en train d'avancer vers un appel notamment, et c'est ça ce qui se passe très souvent quand on travaille avec les chevaux aussi. Les chevaux nous voient tels que nous sommes, et comme on ne peut pas leur mentir, ça fait vraiment remonter souvent très très fort cette émotion de la vulnérabilité, et c'est à ces endroits-là qu'on sent qu'on commence souvent à rentrer un peu en résistance, là, c'est je sais, je sais qu'il y a quelque chose, mais je veux pas aller voir, et soit on résiste et on le fuit, et dans ce cas-là, ben, on s'emprisonne dans nos croyances, on s'emprisonne dans notre vision du monde, on s'emprisonne dans notre petite zone de confort de on a raison et on sait exactement tout ce qui va se passer, quoi, quand, comment, mais on ne peut pas créer de changement, on ne peut pas avancer vers notre appel, on ne peut pas faire évoluer nos relations, on ne peut pas se sentir mieux au quotidien. Soit on accepte de se laisser complètement abandonner dans l'émotion de la vulnérabilité et de respirer dedans sans paniquer. Et cette émotion de la vulnérabilité, à un moment donné, c'est comme si elle ouvre notre cœur, elle ouvre notre âme, et il y a ces pépites de sagesse qui émergent. En même temps, on nous demande d'être fort, hein, en tant que le rôle social, par exemple, des hommes, bah, il faut montrer qu'ils sont forts. Ouais. Alors, il y a, il y a, il y a une certaine contradiction, en tout cas, entre le rôle social qui est demandé. Il faut être fort, il faut être un support pour la société, il faut travailler, il faut montrer qu'on est capable, qu'on est responsable et qu'on est fort. Mm. Et ce que tu dis sur le message des chevaux, où les trésors résideraient dans la vulnérabilité. Et, et donc, comment est-ce qu'on passe de cette force et je reviens des États-Unis là, et les États-Unis sont bien placés pour, comment dire, pour montrer à toute la planète qu'ils sont les plus forts et qu'il n'est pas question de les attaquer parce qu'ils sont forts et que si on les attaque, ils vont se défendre. Et comment on ferait pour passer de ça, de ce besoin d'être fort ou de montrer qu'on est fort, au message de la vulnérabilité? Et, Euh, et ouais. ouais. La première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'on resterait dans la tyrannie du ou? Pourquoi est-ce qu'on devrait être ou fort ou vulnérable?
Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas entrer dans la magie du et? Et on peut être fort et montrer qu'on est fort. À certains moments, ça peut être très utile. Mm. Et on peut aussi accepter de se laisser traverser par la vulnérabilité. Et d'ailleurs, euh, si on regarde attentivement, les personnes qui accueillent l'émotion de la vulnérabilité le plus facilement, qui ont vraiment développé ce muscle, sont souvent les personnes qui ont développé la plus grande puissance. Mhm. Il y a des travaux, donc ce qu'on disait, hein, qui ont été menés par Brené Brown, qui est une Américaine qui est spécialisée sur l'émotion de la vulnérabilité, Ah qui a oui. fait... C'est Brené, hein, c'est pas René, Oui, c'est oui, c'est Brené. René avec un B, je crois. Brené. Elle a fait un superbe euh, TED Talk, vous savez, les, comment on appelle, les conférences TED. Les TED, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc, Mm. si vous allez sur YouTube et que vous regardez TED Brené Brown ou TED Vulnérabilité, c'est sûr, vous allez tomber sur son premier TED sur le sujet. Et donc, Mm. elle a mené des études, mais auprès de milliers, de milliers, de milliers, de milliers de personnes pour comprendre ce que c'était la vulnérabilité. Mhm. Et en fait, elle en est arrivée à la conclusion que euh, on ne peut pas. Enfin, en fait, la vulnérabilité, c'est lié au courage. Les gens qui ont le plus de courage sont ceux qui acceptent le plus d'entrer dans l'émotion de la vulnérabilité. Ça semble paradoxal, Parce que mais être courageux, c'est pas y aller quand on sait qu'on va gagner. C'est au contraire y aller quand on sait qu'il y a un risque qu'on n'y arrive pas et y aller quand même. C'est dire, en fait, si on reprend l'émotion de la peur, c'est dire j'ai peur mais j'y vais quand même. Mm. Sauf que là, on parle pas de peur au sens de notre sécurité physique, de est-ce qu'on a un danger de vie ou de mort extérieur. On parle de je vais te dire je t'aime. Même si peut-être tu me répondras que pas toi et que peut-être que tu vois, on va se séparer parce que toi tu te rends compte que tu m'aimes pas. C'est avoir le courage de demander pardon quand on a fait une bêtise, au risque de ne pas se faire pardonner. C'est avoir le courage de d'oser passer son message au risque que les gens retournent le dos contre nous et nous disent qu'on est complètement taré. C'est ce qu'a eu Linda quand elle a écrit le Tao du cheval. Elle raconte hein, qu'elle est montée dans une extrême, extrême, extrême vulnérabilité parce qu'elle a commencé à Mm. parler de spiritualité, Mm. elle a commencé à parler, tu vois, de cette énergie qui la suivait de derrière, de l'âme des ancêtres chevaux, etc. Avec une peur incroyable de qu'est-ce que les gens vont dire de moi. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui lui ont tourné le dos à ce moment-là. Et c'est ça, c'est le fait d'avoir... En fait, ça fait le ménage, hein, cette émotion de la vulnérabilité. Ça fait vraiment, ça nous permet d'exprimer le plus possible ce qui nous, notre vérité intérieure, notre lumière intérieure, et de continuer d'avancer sur ce chemin où on peut vraiment œuvrer et apporter quelque chose au monde avec notre... on a tous une vibration particulière. Une fleur et une autre, elles n'ont pas la même vibration. Un cheval et un autre, ils n'ont pas la même vibration. Un humain et un autre, ils n'ont pas la même vibration. Moi, j'admire ta vibration à toi, Sylvain. Je trouve qu'elle est incroyable. Tu ouvres des portes, tu ouvres des champs des possibles, tu vas voir dans des inconnus dans lesquels les autres n'ont pas été voir, et tu crées un sillage comme ça derrière lesquels les gens ils vont pouvoir se dire, ah tiens, c'est vrai, ça existe. Ah tiens, peut-être, c'est intéressant. peut-être. Parfois, on ouvre une porte et on trouve un mur en béton derrière la porte et on se mange le mur, mais bon, Ouais, bah ouais, ça fait on a partie ouvert la porte en tout cas. C'est ça, exactement. Et du coup, tu ouvres la porte et tu vois qu'il y a un mur et tu sais maintenant que ok, bon, ben, on va pas aller dans cette direction, on va aller peut-être aller dans une autre, tu vois. Et donc, ça te permet de tracer ton chemin. Et toi, tu traces un chemin pour les autres aussi. Et Linda a ça aussi. Et cette vulnérabilité, accepter de ressentir cette vulnérabilité sans paniquer, d'aller chercher. En fait, quand on est dedans et qu'on se dit, bon, ok, super, je suis dans la merde, je sais pas ce qui va se passer. Très bien. Mais en fait, on accepte les faits qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et quand on accepte qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on peut avoir des idées nouvelles. Parce qu'on se dit, si je reproduis la même chose qu'avant, ça va pas marcher, il va falloir que je trouve autre chose. Ok. Et on se pose avec ça. Et du coup, on peut trouver des idées nouvelles et du coup, on peut créer du changement dans nos vies, dans nos business, dans le monde, dans les causes qui nous importent chacun. Et je trouve que les chevaux sont très très puissants
parce que par leur simple présence, du fait qu'ils nous voient à des endroits où nous, on n'a pas envie de se voir aussi, Mm. en fait, ils sont comme des entraîneurs à rester présents dans cette émotion de la vulnérabilité, à aller chercher le cadeau, à rester présents sans paniquer. Et c'est comme s'ils nous musclent, tu sais. Ils nous aident à muscler ce truc qui était un peu atrophié. Ouais, ouais, c'était un peu ma question justement. Pourquoi est-ce que les chevaux sont des entraîneurs sur ce muscle de la vulnérabilité? Pourquoi, comment ils font ça? Et c'est un peu l'opposé de ce qu'on dit dans un centre équestre, où on dit quelque part, il faut être fort et il faut montrer au cheval qui est le maître et il faut montrer que tu es plus fort que lui. Ouais, écoute, Enfin, parfois on dit ça en tout cas, ouais, ouais. Oui, oui, dans certains endroits, ouais. dans Euh, certains endroits. En fait, je me suis posé la question, tu vois, il y a quelques jours, je regardais des vidéos de Céline Alvarez, tu sais, la dame qui parle de l'éducation des enfants. Ah Euh, oui, Parce que j'apprends à lire à ma fille en ce moment. Et ah comme elle a oui, pas mal d'astuces sur le sujet, je regardais. ah oui, Et oui. je me suis rendu compte qu'on rentre dans une ère depuis quelques dizaines d'années où, tu vois, moi je me souviens quand j'étais petite, les parents, souvent, ou encore plus la génération d'encore avant, en fait, en tant qu'enfant, on devait faire ce que nos parents disaient. On devait être des enfants modèles et bien sages, et c'était assez militaire avec les enfants. Tu n'avais pas le droit vraiment d'être qui tu es. Tu n'étais pas pris comme une personne à part entière. Et on faisait ça aux chevaux aussi. Ouais. Et là, je trouve qu'il y a eu un changement de paradigme fou ces dernières années avec l'équitation positive, la parentalité positive, les entreprises libérées, le management positif dans les entreprises, patati patata. Où ce que moi je retiens de ça, c'est que le paradigme qui a changé, c'est que enfin on prend l'autre en considération comme étant une personne à Mhm. part entière. Et pour moi, c'est ça qui change. C'est quand on prend nos enfants comme une personne à part entière, c'est quand on prend les chevaux comme une personne à part entière, qui du coup a un libre arbitre, a des émotions, a une façon de voir, peut faire des propositions, et qu'on accepte qu'on n'a pas tout le temps raison, qu'on ne doit pas être tout le temps en train de dire à l'autre ce qu'il doit faire, ressentir, être, etc., etc., et qu'on entre vraiment en relation avec l'autre. Donc ça change complètement les modalités d'interaction, parce qu'on n'est plus au-dessus, on est à côté. On est en train d'interagir avec quelque chose qu'on ne veut plus contrôler à tout prix, avec lequel on veut co-créer. Et là, l'émotion de la vulnérabilité porte toute sa différence. Et je trouve que c'est à cet endroit-là que du coup, quand on permet au cheval, quand on crée un espace où le cheval peut être lui, là, tous les trésors qu'il a à nous apporter peuvent émerger. Sinon, Mhm. c'est plus difficile de les entendre parce qu'on les bloque. Oui, c'est c'est pour ça que le cheval nous permet de développer cette émotion de la vulnérabilité. C'est Moi, je trouve que je trouve que c'est ce changement de paradigme qui ouais. permet encore plus aux chevaux d'exprimer d'exprimer leur magie, d'exprimer leur façon à eux d'interagir, Ouais. euh, et du coup d'accueillir ça, de créer cet espace pour l'accueillir. Avant, je pense qu'il le faisait, très clairement, il le faisait déjà, hein, mais Mhm. je pense que c'est nous qui créions pas les conditions pour l'écouter. Ouais. C'est sûr il y a une différence entre, disons, l'équitation où on force le cheval à avoir un certain comportement et une équitation je dirais, On co-crée, comment? on co-crée avec le On cheval. co-crée, oui, c'est ça, c'est ça. Je cherchais un peu le mot, il y a une co-création. Le cheval est d'accord avec ça, donc c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et comme c'est c'est une journée par rapport à l'enseignement, ce que les chevaux peuvent nous apprendre. Et donc, ils nous apprennent à co-créer, finalement, Euh, et euh, j'essaie de continuer sur la ouais, vulnérabilité, en fait, parce que ouais, ouais. j'ai vraiment conscience que c'est quelque chose de, c'est une émotion qui est importante. Euh, voilà, pour trouver qui on est, co-créer certainement.
Ouais, ouais. J'essaye de trouver un peu ce chaînon entre l'émotion de la vulnérabilité. Je me sens vulnérable, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je ne sais pas qu'est-ce que demain va m'apporter. Et le fait de co-créer ou Ouais, comment ça se met en œuvre, en tout cas concrètement, ok. avec un cheval. Ok. Alors, moi, ce que je trouve fabuleux, et notamment quand on travaille avec, tu vois, quand on va voir un cheval dans une pâture, par exemple, où on a quand même des limites qui sont beaucoup plus éloignées que dans un rond de longe ou, tu Ou vois, dans un box. ou dans un box. Ouais. Et donc, aller voir un cheval dans une pâture qui est libre de ses mouvements, où on l'a pas non plus attaché avec une longe et un licol. Du coup, si le cheval il veut se barrer, il peut se barrer, hein, soyons clairs. Je trouve que ça change énormément les choses parce qu'on ne peut plus contrôler. Ok. On ne peut plus contrôler autant que ce qu'on fait quand on est avec un cheval sur son dos, avec des rênes, ou quand on est avec un licol et puis une longe, ou quand on est dans le box où il y a quatre murs très restreints qui ne permettent pas au cheval de se mouvoir comme il le veut. Et on crée aussi de l'espace pour que nos systèmes nerveux respectifs, celui du cheval et le nôtre aussi, puissent être beaucoup plus apaisés. Parce qu'enfermé dans un Ah box oui. avec un cheval nerveux, je suis pas sûre que notre système nerveux soit pas complètement surstimulé, hein. Ah oui, ça c'est un autre aspect, mais c'est vrai que il y a des recherches maintenant qui montrent que même au niveau scientifique, le système nerveux des humains interagit avec le système nerveux des chevaux. On a interviewé Hélène Roche, donc, qui est une éthologue. Hein, alors, je ne sais pas si elle dit ça, mais en tout cas, il y a des avancées de la science qui tendent à démontrer qu'il y a une forme d'interaction, en tout cas. Oui, tout à fait. Et le fait de créer de l'espace, Linda, elle utilise souvent ce terme space is the place. Euh, la, la place, au sens de la place de la co-création, est dans l'espace. Le fait de Ah, se redonner de l'espace. Et du coup, pour moi, les chevaux, quand on recrée cet espace de liberté pour chacun, de liberté, tu vois, cet espace autant qu'on puisse le faire, de liberté pour chacun de pouvoir se mouvoir, ne serait-ce que juste ça, de pouvoir se mouvoir comme il en a besoin, ça recrée de la sécurité parce que du coup, on n'a pas peur de se faire taper par le cheval. Le cheval, il n'a pas peur non plus de se retrouver complètement coincé par l'humain. Et donc là enfin, tout change. On est clairement face à l'inconnu, c'est-à-dire selon la manière dont je vais agir, comment je vais respirer, ce que je vais faire, ce que je vais penser, etc. Comment je vais me sentir. Je ne peux pas contrôler ce qui va se passer dans le futur. Je ne peux que tester quelque chose, regarder le résultat, apprendre de ça, tirer des enseignements, des leçons et me dire, OK, comment je me suis sentie, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, et recommencer. Et je trouve que les chevaux nous permettent, par leur simple présence et présence au sens de plus libre, de se mouvoir que ce qu'on peut faire dans l'équitation, on va dire, plus classique, ils nous permettent de nous reconnecter au moment présent. Et l'émotion de la vulnérabilité est intimement liée au moment présent. Puisque comme on est face à l'inconnu, on est au bord de l'inconnu, ça veut dire qu'on est dans le seul espace-temps où on peut créer le futur. On est juste au bord de créer le futur. Donc on est pile poil dans le moment présent où le moindre petit truc qu'on va faire va créer du changement dans le futur. Donc quand on est pleinement présent dans l'émotion de la vulnérabilité, on n'est ni dans le passé, parce qu'on n'est pas en train de se connecter à tous nos schémas, nos croyances, nos habitudes, de il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Donc on se déconnecte du passé, on revient vraiment là, ici, maintenant, on revient vraiment en train de se dire, ok, je suis en train de sentir mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon environnement, nan, 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 nan. Et puis de laisser émerger un mouvement euh, qui va créer du futur. Et on est pile à cet endroit-là, pile là. Et donc pour moi, il y a un truc très lié parce que les chevaux nous ramènent vraiment dans le moment présent, nous ramènent vraiment dans notre corps et donc nous permettent d'accéder au truc le plus pur qu'il y a de l'émotion de la vulnérabilité.
Hmm. parce que c'est cette émotion qui nous permet de créer. Sans cette émotion, on est en train de répéter des schémas, encore et encore et encore. Donc en fait, on recrée le passé. Il n'y a qu'en acceptant de sentir la vulnérabilité qu'on peut créer quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi je trouve qu'il y a un lien très fort avec les chevaux. Ouais. Donc la vulnérabilité est plus une porte vers la liberté des possibles, si je comprends. Bah voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour en revenir à notre à truc prison ou liberté, accepter d'entrer pleinement dans la vulnérabilité, c'est se donner la possibilité de créer un futur différent et donc de libérer, tu vois, de redevenir libre en fait, de pas recréer encore des schémas et des schémas. Et refuser de se laisser traverser par cette émotion, c'est refuser d'aller chercher cette petite pépite de je peux créer. Et donc c'est rester emprisonné dans nos vieux schémas. Hmm. Et donc cette émotion, selon la manière dont on vient cueillir son cadeau ou dont on refuse de cueillir son cadeau, dans tous les cas on la sent, mais on peut agir de plein de manières différentes. Et si on refuse, si on réagit, si on surréagit à cette émotion-là du tac au tac en se disant «Oh non, surtout je ne veux pas la sentir, je vais faire quelque chose qui va m'empêcher de la sentir, je vais retourner dans ma petite zone de confort», eh ben, on reste emprisonné dans dans nos habitudes, on reste emprisonné dans nos croyances, on reste emprisonné dans notre monde, et on ne crée jamais rien de nouveau. Et donc, pour moi, cette émotion, c'est la porte d'entrée vers la liberté. C'est la porte d'entrée vers la création, ou si on refuse catégoriquement d'aller chercher cette pépite-là parce on se sent trop submergé par cette émotion, bah, là, c'est la porte d'entrée vers retour à la case prison comme au Monopoly, quoi. Claire, aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs, des entrepreneuses, des femmes entrepreneurs en tout cas, et Il y a pour, des hommes pour, aussi, hein, de temps en temps. il y a des hommes de temps en temps. Euh, donc tu accompagnes ces entrepreneurs pour incarner qui ils sont et est-ce que tu voudrais nous dire quel rôle la vulnérabilité peut jouer et là encore, c'est un peu paradoxal puisque a priori, quand on est entrepreneur ou quand on a une entreprise, bah, c'est pareil, il faut plutôt créer la sécurité, il faut plutôt montrer qu'on est fort, il faut plutôt montrer qu'on est capable. Et plutôt que de dire, ah ben moi je ne sais pas du tout ce que je vais faire demain, je ne sais pas du tout qu'est-ce qui va arriver demain à l'entreprise. Et comment ça se passe? Comment est-ce que tu accompagnes ces femmes et ces hommes à, à créer ou à développer leur entreprise avec les chevaux, donc? Ouais. Bah, la première chose qui est intéressante, c'est que montrer qu'on est capable, pour moi, c'est très lié à cette émotion de la vulnérabilité, justement. C'est avoir le courage de créer quelque chose de différent. Et encore une fois, soit on est dans la tyrannie du ou, c'est-à-dire où je répète des schémas, des stratégies, des trucs comme ça, où je crée totalement de l'inconnu, euh, soit on rentre dans la magie du et. Et donc moi, ce que je propose dans la façon de voir l'entrepreneuriat, c'est d'entrer dans la magie du et. C'est-à-dire que la première chose qui pour moi est importante, c'est de revenir sur les fondamentaux de la sagesse des chevaux et du leadership non prédateur. Et d'aller prendre conscience de la façon dont nous, on incarne notre propre leadership, déjà et avant tout. C'est quelle est mon énergie à moi de leader? À quels endroits est-ce que je me rends compte que je surinvestis certains rôles et j'en oublie d'autres? Tu vois, par exemple, euh, tout ce qui va concerner la communication, développer la visibilité, ça, ce sont des choses sur lesquelles toi, par exemple, je trouve que tu es très doué. C'est vraiment un leadership que tu sais super bien incarner. Et quand on ne sait pas incarner ce rôle de leader, inspirer des chevaux, souvent on a des difficultés dans la communication. Quand on ne sait pas incarner le rôle de dominant, qui est de dire allez, voilà le chemin, c'est par ici qu'il faut aller si tu veux travailler avec moi. Souvent, on a des difficultés dans la vente. Quand on ne sait pas incarner le rôle de compagnon nourrissant de manière mature, mais souvent, on a des difficultés dans les relations interpersonnelles qu'on a avec nos clients. On se laisse marcher sur les pieds, on accepte de répondre au téléphone et le week-end.
On se plie en quatre pour les gens, ou alors au contraire, on est complètement déconnecté de eux, etc., etc. Donc, tu vois, il y a vraiment un rôle très fort entre ce qui se joue dans notre entreprise et la façon dont on incarne notre propre leadership à nous. Et la deuxième chose que je voudrais dire aussi à cet endroit-là, c'est pourquoi ne pas prendre des stratégies qui marchent. L'entrepreneuriat, c'est un des plus vieux métiers du monde. Donc, il y a des stratégies qui sont éprouvées et qui marchent très, très bien pour développer notre entreprise, pour assurer un peu plus de sécurité. Donc, on peut prendre ces stratégies. Mais ce qui est intéressant après, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour ne pas me tordre en quatre pour rentrer dans des stratégies qui ne me conviennent pas? Comment est-ce que je fais pour me reconnecter à ma nature profonde, d'avoir envie de créer et d'être appelée vers quelque chose de plus grand? Et comment est-ce que je fais pour prendre les stratégies et que ce soit ces stratégies qui viennent soutenir qui je suis et qui viennent soutenir la transformation que je veux apporter. Et donc, c'est tout ça qui, moi, m'importe, c'est de permettre aux gens d'abord de réincarner un leadership puissant, inspiré des chevaux, et d'aller trouver là où ils sont les plus doués et leur façon à eux de l'incarner. Et Donc de avec la vulnérabilité, alors. la vulnérabilité, absolument. Avec la vulnérabilité, parce que Comment les pièces du puzzle se mettent en place? bah, quand tu n'acceptes pas, par exemple, d'aller incarner ton dominant, ça, c'est un grand Ouais. classique dans Donc l'entrepreneuriat. être dominant chez le cheval, le cheval dominant, c'est celui qui a accès en premier aux ressources désirables, donc la nourriture, l'eau, les juments, etc. Ouais, ça Ça va c'est un cheval dominant. Il pousse les autres chevaux et ouais, on connaît tous des chevaux comme ça. Éventuellement, il pousse les humains. ouais. C'est aussi ceux qui vont avoir le plus de facilité à poser un cadre, à poser des limites, à éduquer. Les dominants, ce sont aussi les meilleurs éducateurs de jeunes chevaux ou de jeunes humains. On a vu, tu sais, l'émission Le Grand Frère, là, où c'est pas pour rien qu'on envoie les enfants un peu difficiles dans des zones où c'est un peu plus l'armée. C'est parce qu'il y a un cadre et du coup, le cadre apporte la sécurité. Ça, c'est important. Le cadre apporte la sécurité. Et donc, notamment dans la vente, tu vois, il y a un moment donné où c'est important d'accepter que quand on vend quelque chose, on fait bouger l'autre. On le pousse Quelque part, oui. à bouger. Quand on est leader et quand on est dominant, on fait bouger les autres. Quand on est leader, on inspire les autres à nous suivre. Et quand on est dominant, on dit, bon, bah voilà, c'est maintenant. Donc, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que il y a certains accompagnements où bah, il y a une date limite pour s'inscrire, tu vois, parce que mon stage, par exemple, j'organise un stage avec les chevaux, tu organises un stage avec les chevaux, bah, tu ne peux pas te permettre d'avoir des inscriptions jusque après le stage, vu que ton stage, il a déjà eu lieu. Les gens, ils peuvent plus s'inscrire. Donc, tu es bien obligé à un moment donné de poser une date limite. Et si tu es un petit peu plus respectueux de toi-même, bah, tu vas poser une date limite qui est quelques semaines avant le stage pour que tu aies le temps de t'organiser, que tu aies le temps d'organiser aussi avec, tu vois, je sais pas, là, c'est un traiteur, quelqu'un qui vient, ou tu dois louer une structure, que tout le monde puisse s'organiser autour de ton stage. C'est important de poser des dates et des cadres. Et ça, c'est des sujets qui peuvent être très, très difficiles d'accepter de poser ce cadre qui oblige les gens à prendre une décision, à dire oui ou non, je viens ou je viens pas. Le nombre de fois où on laisse traîner en disant oui, tu as le temps de réfléchir, tu peux revenir vers moi jusqu'à la veille, non, 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 non. Ben, en fait, du coup, c'est absolument respectueux pour personne. Et ça crée aussi une forme d'insécurité chez l'autre. Mais on fait ça pourquoi? Parce qu'on n'ose pas créer de l'inconfort. On ne veut pas mettre les gens dans une situation inconfortable. Et là, pile à cet endroit-là, on va se reconnecter à notre émotion de la vulnérabilité. C'est ce que j'allais dire. J'essaye de voir où l'émotion de la vulnérabilité intervient C'est à cet là-dedans. endroit pile poil, c'est OK, je suis en train de me rendre compte que j'ai des difficultés à créer de l'inconfort chez l'autre. Soit Tout à fait. je, soit je surréagis et je fuis cette émotion de la vulnérabilité. Oh non, non, comme je veux surtout pas la sentir, je vais laisser à l'autre la liberté de faire ce qu'il veut. Soit je vais chercher le trésor de cette émotion et je respire dedans sans paniquer. Je me dis, OK, je suis stressée de poser une limite, je suis stressée de d'envoyer un mail à la personne pour lui dire, écoute, j'ai besoin d'une réponse d'ici demain. Et juste, on respire dedans. OK. Et après, on peut se poser la question, parce qu'on on a retrouvé un espace de paix intérieure dans la tourmente émotionnelle, là.
on peut se dire, OK, c'est quoi le bénéfice en fait? C'est quoi le bénéfice de poser une limite pour moi, pour les gens avec qui je travaille, pour mes finances, pour la personne en tant que telle qui est en train de s'inscrire? Tu vois, enfin, c'est bête, mais tu laisses la possibilité à quelqu'un de s'inscrire plus tard, bah, ça va lui coûter plus cher les transports en commun pour venir te voir. Ça va lui coûter plus cher l'hôtel pour venir te voir. Ça va créer, tu vois, hop, tu vas devoir aller faire des courses en plus parce que tu n'avais pas prévu qu'il y avait quelqu'un en plus qui allait arriver. Tu vas devoir réimprimer un livret de stage supplémentaire. Mm. Enfin bref, ça peut vraiment créer un énorme inconfort pour plein de gens. Mm. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu créer un inconfort pour une seule personne simplement en lui demandant de se positionner. Et donc là, tu peux te rendre compte en fait du cadeau que c'est, et tu peux aussi trouver ta manière à toi de le faire. Mais ça, tu peux y accéder que si tu acceptes de sentir l'émotion de la vulnérabilité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mm. Qui, alors, puis, il a été bien challengeant pour moi, celui-là, hein, parce que moi, je laissais la porte ouverte jusqu'à la veille avant. Ouais, je crois qu'on est nombreux justement à croire ou avoir cette croyance que puisque le cheval nous amène à être dans la vulnérabilité, alors il faut être gentil, laisser les choses se développer, laisser faire. Et donc, ce que tu dis, si j'entends bien, c'est que poser des limites claires, c'est aussi répondre à cette émotion de la vulnérabilité pour créer quelque chose qui est plus clair. Ouais. C'est ça? Oui, à la subtilité près que la vulnérabilité est du coup la porte d'entrée à toutes les autres. Donc là, si on parle de limites et de cadre, il y a sûrement un petit mélange un petit bouquet d'émotions qui arrive derrière, avec la colère, la frustration, Ouais. etc., etc. Mais les autres émotions existent parce que la vulnérabilité existe aussi. Comme c'est la porte vers la création du changement, toutes les autres émotions créent du changement, chacune à leur manière, Mm. nous invitent à créer du changement. Elles existent parce que ce qui est en train de se passer là maintenant tout de suite ne nous convient plus, notamment dans les émotions qui ne sont pas très agréables à sentir. C'est Une sûr. émotion émerge parce que l'équilibre qui est juste pour nous est menacé. Et qu'on a besoin de retrouver de la paix intérieure et d'effectuer un changement pour retrouver de la paix intérieure. Donc, c'est cette émotion de la vulnérabilité qui nous permet du coup d'accéder à tout le panel des autres émotions. Il a été d'ailleurs aussi prouvé dans les études de Brené Brown que les personnes qui n'accèdent pas à l'émotion de la vulnérabilité n'accèdent pas aux autres émotions. Toutes émotions Mm. confondues. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas d'être vulnérable, tu ne peux pas accéder à la colère, mais tu ne peux pas non plus accéder à la gratitude, à la joie, à l'amour. Tu vois, t'es lisse, quoi. T'es un encéphalogramme plat. Lisse ou sociopathe. Ou sociopathe. Ouais. T'es Mm. en mode, tu vois, où t'es juste dans une vie en mode survie. Mhm. Où il se passe rien dans ta vie Il peut rien se passer dans ta vie si tu n'acceptes pas de... Toi, t'es Mm. jamais en colère, mais du coup, t'es jamais joyeux. Mm. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils n'arrivent plus à ressentir tu vois, de la joie, de l'enthousiasme, Ouais. qui ne se sentent pas heureux. Et il y a Ouais. souvent un lien très fort avec les autres émotions dites négatives qu'ils refusent d'investir. Ouais. Quand on refuse d'aller euh, utiliser l'énergie de la colère, la colère est une émotion très intéressante parce que son énergie est très puissante. Mm. On le ressent vraiment dans le corps, on a envie de bouger, quoi. Et quand on refuse de saisir cette énergie et de l'utiliser pour en faire quelque chose, eh ben, on se refuse d'accéder aussi à d'autres énergies, comme la joie. En fait, quand on bloque notre capacité à se laisser traverser par des énergies, on bloque toutes les énergies en même temps. Mm. C'est d'un triste à mourir. Ouais. Donc les chevaux nous aident à travailler sur ces Ah, moi, fameuses émotions qui nous traversent. je trouve qu'ils sont absolument formidables. De plus en plus dans les accompagnements que je fais avec les entrepreneurs, on ne parle pas des stratégies business, hein. Mhm. On parle de ce qui nous empêche de les appliquer, c'est-à-dire nos émotions, c'est-à-dire notre vulnérabilité. Et donc, je passe les trois quarts de mon temps à revenir sur les émotions, en fait, quand je travaille avec les entrepreneurs que j'accompagne, à aller se dire, OK, pourquoi est-ce que cette stratégie business, tu n'as pas envie de l'appliquer? C'est quoi l'émotion que tu es en train de ressentir maintenant? Quelle histoire est-ce que tu te racontes?
sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on peut sortir de la tyrannie du ou et re-rentrer dans la magie du et? Mm. Qu'est-ce que les chevaux nous apprennent à ce sujet-là? Et du coup, on peut utiliser la technique, mais c'est pareil avec la technique équestre, tu vois. On peut utiliser la technique pour faire, tu vois, briller quelque chose de magique. C'est tout ce qu'on... Moi, j'adore regarder, par exemple, les vidéos de Charlotte Dujardin. Tu connais Charlotte Dujardin? Je crois pas, non? C'est une cavalière de dressage anglaise qui tourne au JO depuis très longtemps. Et je me suis amusée à montrer des vidéos de elle et montrer des vidéos d'autres personnes Ouais. euh, à des gens qui ne connaissent pas l'équitation et qui ne connaissent pas les chevaux. En fait, tous m'ont dit, waouh, mais cette Charlotte Dujardin, elle, son cheval, il est rayonnant, on dirait qu'il danse, qu'il brille, tu vois. Et les autres, ils me disaient, ah bah ça a l'air plus mécanique, Mm. tu vois. Et moi, j'admire beaucoup la façon dont travaille cette femme-là quand je regarde, parce qu'elle co-crée quelque chose de Mm. magnifique avec son cheval. Elle, vraiment, c'est de la co-création qu'elle fait avec son cheval. Et je trouve que dans le business, c'est pareil, et dans la vie en général, c'est pareil. Accéder à l'émotion de la vulnérabilité, c'est arrêter de contrôler les choses, puisqu'on accepte ce qu'on ne peut pas contrôler. Et quand on accepte ce qu'on ne peut pas contrôler, du coup, on peut regarder justement l'inconnu et se dire qu'est-ce que je fais avec ce qui est en train de se passer là, ici et maintenant. Et ça, pour moi, les chevaux sont les meilleurs enseignants pour réussir dans l'entrepreneuriat parce qu'ils nous apprennent à remettre la technique, tu vois, au service de qui l'on est, de ce que l'on veut apporter, à Mm. accepter de sentir la vulnérabilité et d'utiliser ce qui est au service de ce qu'on veut créer, au lieu de faire l'inverse, Mm. au lieu d'essayer de s'enfermer dans des techniques comme on voit hein, avec les chevaux, on se voit faire quand on fait ça aussi avec eux. Mm. Merci Claire pour cette, cet entretien, cette interview. On a beaucoup parlé d'émotion, on a parlé de l'importance de cette émotion de la vulnérabilité. Et donc, y compris dans le milieu de l'entreprise. Et donc, tu accompagnes des entrepreneurs avec ta structure qui s'appelle la stratégie du bonheur, avec le petit lien qui va être en dessous ou au-dessus, je ne sais plus. Et, et donc, j'ai une question fétiche que je voudrais te poser pour terminer l'interview, que je pose à tous les intervenants, toutes les intervenantes, qui est par rapport à la conscience, et, parce que ma structure s'appelle Cheval en conscience. Il y a un peu cette idée que les chevaux sont là pour nous aider à peut-être à avoir plus de conscience. Et donc, pour toi, comment est-ce que les chevaux pourraient nous aider à élever notre conscience, à avoir plus de conscience dans ce que nous faisons? Et en montant à cheval, on est 50 centimètres plus haut ou 1 mètre plus haut, mais comment ils peuvent nous aider à élever notre conscience? Euh, alors, j'ai envie de répondre avec deux éléments. Euh, la première façon, je trouve, dont ils peuvent nous aider, c'est juste par leur simple présence. Enfin, même quand on n'a pas de chevaux, juste aller voir des chevaux dans une pâture, même si on doit rester de l'autre côté, juste être en présence des chevaux, je trouve qu'il y a ce... Bah, comme je te le disais quand j'étais petite avec les chevaux, en fait, je sentais l'effet Mm, de la présence des chevaux sur mon propre corps et mon propre système nerveux. Du coup, maintenant, je peux mettre un mot dessus. Et je sentais à quel point ça m'aidait à me réguler et à repartir plus présente à moi. Et qui dit plus présente à moi, dit plus présente à ce qui se passe dans le moment présent et donc mm, dit plus en capacité à accueillir l'émotion de la vulnérabilité que quand je suis en mode survie. Et la deuxième chose sur lesquelles je trouve que les chevaux peuvent vraiment nous aider, je trouve que Linda a fait un travail vraiment de dingue sur Linda Kohanov, donc. ah ouais, Linda Kohanov, sur le modèle du leadership non prédateur inspiré des chevaux, sur ce que c'est le pouvoir prédateur et le pouvoir non prédateur, sur Mm, les différents rôles qui existent aussi dans le pouvoir non prédateur. Et je trouve que cette étude et ce travail qu'elle a mené change des vies entières.
Mm. Ça a changé. J'ai encore eu ma cousine au téléphone hier à qui j'ai passé, en vrai, j'ai passé que 5 minutes à lui expliquer les différents rôles au téléphone. 5 minutes, c'est tout. Ouais. Et elle est revenue et elle m'a dit, mais tu n'imagines pas à quel point ça m'a transformé ma vision. Elle était dans une période Ouais. d'essai un peu difficile où elle risquait de se faire virer. Et par le simple fait d'avoir compris ces mécanismes-là, elle a réussi à se repositionner. Puis pouf, la période d'essai, c'est bon, c'est validé. Et donc je me dis, tu vois, ce truc-là, il permet à notre petit cerveau, à nous, de mettre les choses dans des cases, de comprendre notre mode de fonctionnement Mm. et de nous permettre de comprendre des stratégies pour, on revient à cette notion de et il y a la vulnérabilité et nous et tout ça, et il y a les stratégies qu'on peut mettre à notre service. Et donc ça permet vraiment à notre cerveau de comprendre les choses et d'avancer pour être beaucoup plus respectueux de nous déjà et dans nos relations interpersonnelles et avec le monde au sens le plus large du terme et avec les chevaux. Et avec les chevaux. Merci beaucoup Claire pour cette interview. Et donc, pour vous qui souhaiteriez échanger en direct avec Claire, donc ce soir, donc le 14 décembre, il y a une possibilité donc d'échanger avec des questions-réponses. C'est à 10, je regarde mon À agenda, 19h. à 19 heures. Merci. C'est à 19 heures ce soir. Et donc, c'est sur inscription. Inscrivez-vous bien sur Zoom. Il y a le lien d'inscription qui vous a été envoyé lors de votre inscription au sommet pour retrouver les intervenants de cette journée et poser vos questions aux intervenantes et donc à Claire. Et un grand merci vraiment pour cette interview où on a été en profondeur sur ces émotions qui nous habitent, sur cette émotion de la vulnérabilité qui est tellement, tellement, tellement importante pour créer le monde de demain, le monde qui est en train d'être créé maintenant, dans le moment présent. Merci beaucoup, Claire. Un grand, grand merci Sylvain à toi pour ce sommet et pour ton invitation. Merci du fond du cœur. Merci.